Avant de vous présenter Madame Lepage, j'aimerais aussi prendre l'occasion d'accueillir notre nouveau directeur général du REFAD. Donc, Mathieu, bienvenue parmi nous. Mathieu, si tu veux peut-être dire un petit mot ou je te laisse la parole quelques minutes avant de commencer la conférence. Oui, bien bonjour. En fait, salut tout le monde. Moi, c'est Mathieu Desgagnés-Chatigny. C'est ma première semaine et donc aussi mon premier atelier de perfectionnement avec vous. Je vais assumer les fonctions de directeur général pour le REFAD. Et donc, on aura l'occasion probablement, même certainement, si vous participez à plusieurs rencontres, qu'on se revoie finalement. Je te relance la porte, comme on dit, mais Caroline. Merci beaucoup, Mathieu. Manon, je vois que Madame Lebel, est-ce que vous aviez une question? Je vois votre main levée. J'ai pas de question, mais pour me présenter dans le chat, je me rappelle pas comment faire. Dans le chat, vous avez juste simplement à aller, Lise, est-ce que tu peux m'aider peut-être? Je pense que vous allez… Oui, bien sûr. Oui, merci. Il y a un menu, Madame Lebel, dans Zoom. Probablement en bas de l'écran. Oui, en bas de l'écran. OK, je sais pas si… Oui, c'est à côté. Réaction, application, partager l'écran, discussion. C'est normalement à côté de partager l'écran. Est-ce que vous voyez un icône comme une discussion? Oui, j'ai discussion. Fait que je pèse dessus et j'écris mon message et vous allez le voir. C'est ça, oui. OK, merci, Sarah. Je vous en prie. Donc, merci beaucoup, Lise, pour ton appui. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Je vais vous présenter notre conférencière ce matin. Donc, Madame Manon Lepage. Madame Lepage est coordonnatrice des laboratoires d'enseignement de la biologie au campus Saint-Jean à l'Université d'Alberta depuis 2014, où elle y est responsable de la mise à jour et du développement des travaux pratiques de 5 disciplines allant de la biologie cellulaire à l'écologie. Outre la modernisation des thématiques abordées au laboratoire, ces projets visent l'intégration de différentes réalités sociales et également les activités pédagogiques ainsi que l'utilisation d'outils technologiques et modes d'enseignement variés basés sur la conception universelle de l'apprentissage. Donc, bienvenue, Madame Lepage. Je vous donne la parole pour débuter votre conférence. Merci beaucoup, Caroline, pour l'introduction. Je vais juste vous partager mon écran, 2 petites secondes. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui. Parfait, super. Je vais juste essayer de m'assurer de pouvoir voir le chat. Je ne suis pas certaine. Ben non, on va s'en occuper pour vous. OK, ne vous en faites pas, s'il y a quoi que ce soit, merci je vais vous interrompre. Ça fait super. Merci, OK, je viens juste d'être capable de l'ouvrir finalement. Ça fait 3 ans qu'on est censé faire du Zoom, mais il y a toujours des difficultés apparemment. Merci beaucoup, REFAD, pour l'invitation aujourd'hui. Un petit aperçu au niveau de ma présentation. Je vais commencer par essayer de mettre un peu en contexte les laboratoires qu'on fait au niveau de la faculté Saint-Jean et ce qu'on faisait en termes de mode virtuel avant et pendant la pandémie. Je vais ensuite brièvement discuter de les défis et les points à considérer lors de l'intégration d'outils virtuels lors de l'enseignement de laboratoire et ensuite ce qu'on a tenté d'intégrer pendant et après la pandémie en fonction de notre rétroaction sur ce qui avait été fait pendant les 3 dernières années. Et ensuite, pour terminer, brièvement discuter des projets futurs en lien à notre utilisation d'outils technologiques. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à interrompre. Ça va me faire plaisir de discuter s'il y a des choses qui vous intéressent plus particulièrement ou que vous avez des questions. Donc, comme Caroline l'a mentionné, je suis au campus Saint-Jean, faculté Saint-Jean depuis environ 10 ans. On est une petite faculté multidisciplinaire au cœur de Edmonton, en Alberta. Notre population étudiante est majoritairement issue du système scolaire francophone ou d'immersion de l'Alberta, mais on a aussi un certain pourcentage d'étudiants qui vient d'hors province ou même internationaux. Au niveau des laboratoires de biologie, comme Caroline l'a très bien mentionné dans son introduction, on est multidisciplinaire, donc on allie 5 disciplines de laboratoire, principalement de première année, deuxième année, au niveau universitaire ici à la faculté. Les laboratoires un peu
différent de certaines institutions, particulièrement au Québec, sont des composantes laboratoires qui sont directement liées aux cours théoriques, donc qu'on appelle le LEC ici plus communément. Donc, ce n'est pas des laboratoires qui valent nécessairement des crédits séparés du cours théorique, mais qui ont tous une pondération associée au laboratoire très élevée. Donc, pour les 5 composantes de labo de biologie dont je suis responsable, la pondération est équivalente à 35 à 40 du cours théorique. Donc, même s'il n'y a pas de crédit associé directement à cette composante-là, pour réussir, bien réussir le cours en général, qui sont de façon générale 3 crédits pour ces cours-là, il faut s'assurer d'avoir une bonne réussite au niveau du laboratoire. Donc, c'est un incitatif assez important pour les étudiants. Donc, ce qu'on faisait relativement en ligne avant la pandémie, ça inclut dans, je dirais, 2 volets principaux, donc que je vais survoler brièvement dans les prochaines diapositives. Donc, on avait tout d'abord le premier volet d'activités de laboratoire en ligne asynchrone qui utilisait des outils déjà disponibles en ligne. Je vais survoler ici les 2 premiers, nos activités de bioinformatique et de simulateur, qui sont des activités vraiment de base. Tout d'abord, par exemple, au niveau de notre activité de bioinformatique, c'était un laboratoire qu'on fait dans 2 disciplines, donc microbiologie et notre laboratoire de génétique, qui utilise des outils qui sont déjà disponibles gratuitement en ligne et utilisés fréquemment si vous êtes biologique. Donc, c'est les outils de BLAST du NIH, qui est le National Institute of Health aux États-Unis, qui permet d'identifier des organismes, des gènes, des protéines directement en ligne avec des bases de données. Donc, c'est des choses que les étudiants doivent bien maîtriser au niveau d'une carrière en biologie à ce niveau-là et qui sont déjà disponibles gratuitement en ligne. Donc, c'était quelque chose qui était facile à imbriquer, à implémenter directement dans notre stratégie d'apprentissage. La deuxième activité était l'utilisation d'un petit simulateur de photosynthèse qu'on avait sélectionné pour 2 raisons. Premièrement, on avait décidé de faire un changement au niveau de notre stratégie expérimentale en utilisant des sondes qui captaient l'oxygène et le gaz carbonique. Après quelques mois d'utilisation, on s'est aperçu que nos sondes étaient très peu performantes et qu'on détestait assez intensément le mode expérimental de cette expérience-là. Donc, on a changé ça pour l'utilisation d'une simulation qui, même si au début, c'était vraiment une raison technique qui nous a permis de faire le changement, donnait une beaucoup plus grande flexibilité aux étudiants de faire cette séance-là de façon asynchrone en utilisant un simulateur qui permettait de moduler différentes paramètres, donc la distance d'une source lumineuse d'une suspension de chloroplaste, la longueur d'onde d'une source lumineuse utilisée et également différents substrats ou le pH de la solution ou l'introduction d'un inhibiteur. Donc, les étudiants pouvaient compléter cette séance-là à n'importe quel moment à la maison pendant la semaine dans une période du semestre qui était très chargée à leur niveau pour les examens mi-semestriels, les remises de travaux. Donc, ça donnait définitivement un petit répit aux étudiants dans une période très chargée, tout en quand même rencontrant les objectifs pédagogiques à ce niveau-là. Le deuxième volet qu'on utilisait de laboratoire en mode virtuel en ligne avant la pandémie était honnêtement dans des situations de dépannage. Donc, par exemple, un étudiant ne pouvait pas se présenter à une séance de laboratoire pour éviter que cet étudiant-là prenne un retard par rapport à ses collègues. On tentait de fournir des résultats expérimentaux si la reprise dans une autre section de laboratoire Donc, on implémentait des photos ou des cours vidéo pour leur permettre de visualiser les résultats expérimentaux ici. Donc, ici, on a une petite démonstration de ce que les étudiants pouvaient accéder au niveau d'un laboratoire de microbiologie. Donc, des photos de gélose que les étudiants pouvaient aussi observer en présentiel à ce niveau-là. On avait aussi, par exemple, des images qui devraient apparaître, qui étaient prises au niveau de notre système de caméra, de lames de microscope. Donc, vu que c'était un laboratoire d'observation,
que les étudiants complétaient en présentiel sans beaucoup de manipulation technique. C'était un dépannage qui permettait aux étudiants de quand même observer les mêmes résultats, d'avoir une expérience relativement similaire à celle de leurs collègues, mais à la maison sans trop de problématiques. Donc ça, c'était ce qu'on faisait avant la pandémie. En mars 2020, lorsqu'on a passé en ligne assez rapidement, notre situation de dépannage est rapidement devenue, en l'espace d'environ 48 heures, une situation de crise ou de mode de survie. J'ai inséré une petite photo là, ici qui était une version vraiment modérée de ce qu'on a pu expérimenter, moi et mes collègues, lorsqu'on a dû changer notre curriculum de laboratoire en ligne dans l'espace de quelques jours. Cette mode de gestion de crise-là a vraiment généré énormément de collaboration au niveau de différents collègues de différentes associations, entre autres l'association UBA, de Undergraduate Biology Educators of Alberta, ou ABLE, qui est l'association américaine de l'enseignement des laboratoires de niveau universitaire, a vraiment été une piste de ressources incroyable parce qu'on s'est aperçu rapidement lors de différentes discussions, conférences sur Zoom, était que personne faisait ça. Très peu de personnes faisaient des laboratoires en ligne de façon générale, outre comme on faisait dans nos 2 autres volets de dépannage ou des petites activités ici et là, un laboratoire en mode virtuel pour un semestre ou une année complète. Très peu d'institutions le faisaient. Donc, comment on a procédé pour les premiers semestres au niveau de la pandémie? On a tenté de réutiliser nos approches qu'on avait déjà utilisées avant mars 2020. Donc, on maximisait vraiment l'observation de résultats expérimentaux par le biais de vidéos de démonstration des techniques. Honnêtement, avec le peu de temps et ressources qu'on avait eu de disponibles, c'était essentiellement tout ce qu'on a été capable de faire dans l'espace de quelques mois. C'était trop rapide pour apprendre à coder dans l'espace de quelques semaines pour développer nos propres simulateurs. Donc, on a vraiment opté pour une méthode plus d'observation. Et si on voit un peu accélérer des vidéos qui étaient transmises aux étudiants, au niveau personnel, dans ma situation, là, on peut voir que j'avais ici, en anglais, on dit un +1 là, qui m'accompagnait dans cette période de transition-là un peu. Donc, je devais quitter en congé de maternité à l'automne 2020. Donc, on devait créer le plus rapidement possible tout le matériel qu'on allait pouvoir besoin dans les prochains semestres. Donc, au niveau de ces vidéos-là, les étudiants pouvaient ici observer des résultats. Donc, c'était juste une observation visuelle d'une courbe de dilution. Donc, on voulait essayer de voir la diminution en concentration au niveau d'un pigment. Aussi, ultérieurement, on imbriquait des résultats de laboratoire qu'ils pouvaient prendre en note et observer pour ensuite effectuer les travaux d'analyse via le biais de ce qui avait été collecté comme information au niveau du vidéo. Les défis des laboratoires en ligne, que ce soit en ligne à 100%, en mode commodal ou à la maison, d'expériences réalisées à la maison, on s'est très rapidement aperçu que ces défis-là étaient d'une taille colossale au niveau des laboratoires parce que l'expérience des étudiants en personne versus à distance est significativement différente. On le sait que pour avoir un mode d'enseignement hybride, commodal, en ligne, tout le monde doit avoir la même expérience, le même accès aux ressources. Au niveau d'un laboratoire, c'est impossible à assurer, comme les étudiants en personne vont définitivement avoir un avantage technique et pratique par rapport à ceux qui complètent à la maison. Particulièrement dans la livraison d'un mode comodal, c'est très difficile d'avoir l'attention divisée au niveau d'un instructeur sur une cohorte d'étudiants à la maison versus en personne. Ça divise l'attention, ça augmente les risques alliés à la biosécurité ou la manipulation des produits chimiques. Et c'est parfois impossible d'atteindre les mêmes objectifs pédagogiques pour tout le monde. Même si des étudiants qui observent différentes techniques sur une vidéo à la maison vont pouvoir possiblement aussi bien atteindre les objectifs
théorique, donc la compréhension de l'analyse des résultats. Au niveau des objectifs techniques, c'est très difficile aux étudiants de pouvoir compléter ça lorsqu'ils ne peuvent pas nécessairement manipuler le même matériel à la maison. Beaucoup d'institutions ont utilisé des simulations disponibles en ligne qui étaient présentes, qui étaient déjà développées avant la pandémie, mais qui ont vraiment été mis de l'avant encore plus lorsque le besoin s'est fait sentir à l'été 2020. Donc, essentiellement, différentes compagnies ont développé vraiment des jeux vidéo qui font des simulations de différentes expériences. Il y en a beaucoup en biologie, il y en a également en chimie, il y en a en physique. Donc, on a Praxlab, Labster, qui étaient déjà présents et qui ont vraiment envie de l'avant de leur plateforme. Essentiellement, c'est vraiment des jeux vidéo où tu manipules des appareils de l'équipement de laboratoire pour faire une expérience. Les désavantages à ces plateformes-là est que le coût est très élevé. C'était relativement moins dispendieux au début de la pandémie. L'offre et la demande a fait que les coûts ont augmenté très, très rapidement, dès que tout le monde s'est aperçu qu'on allait passer plusieurs mois dans cette situation à chevauchement de hybride à distance, en personne. Donc, pour une seule expérience, un module peut coûter de 25 à 30 $ pour un étudiant. Donc, si tu as 6 et 8 expériences au niveau d'un semestre, ça devient très dispendieux très rapidement, à la fois pour l'institution si on couvre les coûts ou pour les étudiants. Il y a aussi peu de flexibilité au niveau du contenu des modules. Donc, par exemple, un module de mini-préparation d'ADN au niveau d'une des compagnies utilisait toujours une technique phénylchloroforme qui, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas nécessairement, sont des produits relativement toxiques qui sont peu utilisés pour cette technique-là maintenant parce qu'il y a différents autres produits qu'on peut utiliser pour avoir un aussi bon résultat qui ont beaucoup moins d'impact environnementaux et au niveau de la santé des utilisateurs. Aussi, ces modules-là sont généralement pas disponibles en français. Donc, étant une institution francophone, on veut essayer de s'assurer d'avoir le maximum de matériel disponible en français. Et beaucoup de ces modules-là n'étaient pas nécessairement traduits, donc difficiles à utiliser pour nous. Beaucoup d'institutions, dont nous, ont opté pour faire certaines activités de laboratoire à domicile, donc où on envoyait du matériel aux étudiants, qui comportait aussi beaucoup de défis au niveau de la préparation du temps, du matériel à envoyer. Donc, toujours difficile d'envoyer du matériel très dispendieux avec les risques de bris et qui doivent aussi être envoyés à la fin du semestre. Je ne sais pas au niveau des autres institutions, mais notre budget n'a pas augmenté significativement lorsqu'on a dû passer en ligne. Donc, on a vu faire avec les moyens qu'on avait déjà et aussi faire avec la technologie, les pièces d'équipement technologique qu'on était confortable d'envoyer ou de passer aux étudiants pour la durée de l'expérience. Donc, suite à nos 2 années en mode vraiment pandémique, au niveau de tout le monde qui était dans les contextes de laboratoire, tout le monde s'est aperçu assez rapidement qu'il y a une place évidente à l'amélioration. Donc, on ne pouvait plus vraiment être dans le déni du fait que les laboratoires, de façon générale, n'adhèrent pas au principe de conception universelle de l'apprentissage par le manque de flexibilité au niveau des stratégies pédagogiques. Mais ça nous donnait aussi une opportunité de réfléchir à comment minimiser la rigidité de la structure pédagogique de nos différents curriculums de laboratoire. Donc, dans les prochaines diapositives, je vais faire un peu un survol de différents outils qu'on a utilisés pendant la pandémie et qu'on utilise encore aujourd'hui dans différents contextes pour, si ça peut donner des idées aux différentes personnes présentes à comment ça peut être utilisé dans différentes séances de laboratoire. Donc, j'en ai déjà parlé légèrement dans les premières diapositives. Donc, on utilisait des simulateurs gratuits en ligne, comme celui de la photosynthèse. Donc, ces simulations-là sont généralement simples. Ils ont été développés par différentes institutions académiques. Donc, avantages principaux, pas de coûts à défrayer tant à notre niveau institutionnel qu'au niveau des étudiants. Et les commandes sont relativement simples. Certains programmes de ludification comme Labster, Praxlab, parfois étaient un peu difficiles si on ne s'y connaissait pas vraiment. Des avantages, les interfaces ne sont pas toujours très stimulantes à ce niveau-là. C'est des interfaces très simples. Et aussi, lors de la cessation de mise à jour de Adobe Flash Player en 2020, un excellent timing
alors qu'on s'en allait directement dans les premières années en ligne, on a perdu énormément de modules gratuits en ligne qui n'ont juste pas été mis à jour par les différents propriétaires. Donc, certaines choses qu'on pensait tous pouvoir utiliser ont disparu des différents sites Internet dans les premiers mois de la pandémie. Donc, ce qu'on a vraiment essayé de tenter de faire est d'adapter les outils disponibles à nos objectifs d'apprentissage pour un peu éviter d'avoir à repenser une expérience de laboratoire de fond en comble. Donc, vraiment juste faire des petites modifications pour essayer d'implémenter ces outils-là à des expériences qu'on faisait déjà en présentiel. Donc, le premier outil dont je vais vous parler est un échantillonnage de forêt virtuelle qui s'appelle EcoSampler, qui a été développé par une université américaine, qui est une représentation virtuelle et topographique d'une forêt de la réserve faunique Snyder-Middle Swart aux États-Unis. Ça permet d'avoir une thématique ou une question de recherche expérimentale très variée au niveau des étudiants, en plus de se familiariser avec différentes techniques d'échantillonnage. Pour nous, c'était vraiment excellent parce que ça nous permettait de faire les mêmes types d'analyse de données, de la richesse et diversité en espèces que nos étudiants faisaient déjà dans notre sortie sur le terrain en personne au campus. Donc, on peut choisir au niveau du simulateur deux types de terrains. Donc, ici, on a la réserve Snyder-Middle Swart qu'on a utilisée, qui représente au niveau topographique un cours d'eau dans le fond d'une vallée avec les deux versants à ce niveau-là. Chaque point représente une espèce d'arbre ou d'arbuste que les étudiants peuvent échantillonner. Pour nous, on a gardé la même question de recherche. On a statuer une question de recherche à nos étudiants. On voulait qu'ils vérifient si l'acidification du cours d'eau montrait une différence au niveau de la richesse et diversité. Donc, ici, les points qui sont montrés sur l'écran sont les différentes espèces dont ils peuvent dénombrer. Il y avait aussi l'air basal qui aurait pu être une composante expérimentale à analyser. Donc, les étudiants ont pu compléter l'échantillonnage d'une façon qu'ils faisaient déjà un peu en présentiel au campus et répondre aux mêmes activités et objectifs pédagogiques de notre expérience. Un autre simulateur qu'on a utilisé, qui vient celui-là de Virtual Biology Lab, est une simulation de la méthode capture-recapture, donc encore une fois un peu plus en écologie, qui était une expérience qu'on fait au campus en personne en utilisant des petits coléoptères juste ici, mais un simulateur qui utilisait une espèce aquatique permettait de essentiellement recréer exactement la même expérience en personne et faire l'analyse du même type de données. Donc, pour ceux qui sont peut-être pas aussi familiers avec la technique, ça permet d'estimer la taille d'un échantillon d'une population. Donc, ici, par exemple, dans le cadran 1, si on a une population de rongeurs, on commence par faire la capture d'une petite échantillon d'une taille définie auquel on applique une marque. Donc ici, j'ai décoloré rouge. Là, on n'a pas besoin d'être aussi intense sur la marque à appliquer à notre espèce. Ça peut être un bracelet, un tatouage, un tag qu'on relâche ensuite dans la population. On les laisse se redistribuer aléatoirement et on fait une recapture d'un petit échantillon de taille définie où on va faire une comparaison du nombre d'individus marqués à nos individus qui ne sont pas marqués. Puis en faisant un jeu de ratio, on est capable de faire une estimation de notre population générale dans le cadran 1. Donc, essentiellement, le Virtual Biology Lab, qui font beaucoup de simulations au niveau écologie et sciences des populations, permet de faire exactement les mêmes types de calculs qu'on faisait avec nos coléoptères sans risquer d'échapper 70 coléoptères sur le plancher du laboratoire comme il nous est arrivé quelques fois. Donc, on est capable de faire exactement les mêmes techniques et d'analyser l'effet de taille de l'échantillon marqué, taille de l'échantillon capturé et recapturé en venant capturer des petits organismes aquatiques ici, qu'on peut capturer en plongeant notre filet, qu'on peut ensuite marquer en appliquant un petit tatouage ou un tag ici, remettre dans notre population et ensuite faire notre même analyse des ratios d'individus marqués versus non marqués. Encore sur Virtual Biology Lab, un autre simulateur qui nous permettait de faire une initiation aux sciences, aux statistiques en biologie, qui est une expérience qu'on faisait en sélection d'habitat directement à notre laboratoire. On est capable de, en
modifiant légèrement la thématique, de faire le même type d'analyse statistique que les étudiants faisaient en présentiel. Donc, au lieu de faire une sélection d'habitats, ici, on observait la modification en biodiversité de nos espèces en fonction du niveau de pollution d'un cours d'eau. Donc, on avait une pollution qui pouvait être de nulle à sévère. Donc, en collectant les données des différents organismes capturés à l'aide d'un petit filet virtuel, on était capable de faire un dénombrement de nos espèces et ensuite tenter de déterminer si statistiquement on avait eu une différence au niveau de la biodiversité des espèces captées. Finalement, un autre petit simulateur, je vais passer assez rapidement sur celui-là. Comme les 3 autres étaient plus en écologie, on avait aussi des simulateurs disponibles pour la plus introduction à notre biologie cellulaire. Donc, on observait la diversité enzymatique par la spécificité de différentes enzymes au substrat. Donc, un simulateur de John Darko permettait de déterminer lors de l'ajout de différents substrats dans un milieu et de différentes enzymes spécifiques à certains de ces différents substrats-là, quels produits étaient créés suite aux réactions enzymatiques. Donc, ça mettait vraiment en évidence la spécificité des enzymes au substrat. On pouvait aussi moduler différentes conditions environnementales comme la température et le pH qui peuvent être importantes à différents types d'enzymes ici. Deuxième volet qu'on a vraiment travaillé au niveau des dernières années suite à notre retour en personne est vraiment l'utilisation de matériel plus interactif. J'utilise beaucoup H5P à notre niveau car il est assez facile à implémenter dans notre système d'apprentissage en ligne. Je l'utilise énormément pour aborder des sujets fréquemment revisités par les étudiants et qui sont un peu difficiles à aborder au laboratoire. Donc, nos séances de laboratoire durent environ 3 heures et on doit vraiment maximiser l'aspect pratique de ces séances-là. Donc, toutes les composantes un peu plus théoriques ou d'explication doivent être le plus minimisées pour que les étudiants aient le plus de temps possible pour compléter le travail pratique dans le temps imparti. Donc, les avantages du matériel interactif via, dans notre cas pour H5P, maximise vraiment l'engagement. En plus, permet une vérification active des acquis par des questions interactives qu'on peut ajouter à nos modules. Ça permet aussi de lier le contenu à des ressources additionnelles ou externes dont les étudiants pourraient avoir besoin en fonction de leur niveau, où ils se situent dans leur processus pédagogique. Et de façon générale, l'interface est définitivement plus engageante que la majorité de nos les Learning Management Systems, les outils, les plateformes d'apprentissage en ligne. Donc, ici, j'ai 2 exemples qui ont été créés dans la dernière année. Donc, ici, c'est un module interactif qui repasse les concepts théoriques de la transformation bactérienne, qui est un concept qui est un peu difficile à comprendre pour les étudiants en première année. Donc, H5P nous permet de faire des liens directs où on permet l'introduction de définitions, par exemple, aux étudiants. Ici, je ne l'ai pas mis, mais on a une narration aussi qui est ajoutée. Des questions permettent de vérifier au fur et à mesure du module si les étudiants ont bien saisi les concepts abordés jusqu'à présent, de vérifier l'acquisition des connaissances à ce niveau-là. Et comme on a d'autres exemples ici, donc plus de définitions, plus de questions interactives qui peuvent être ajoutées à ce niveau-là. Ça permet aussi également, comme j'ai dit, d'ajouter des contenus externes. Donc, ici, j'ai ajouté certaines composantes qui sont plus anecdotiques, que je les ai intitulées Potentience, ce qui permet aux étudiants de voir un peu une autre facette des processus expérimentaux qu'on leur présente. Donc, ici, c'est une expérience classique de biologie cellulaire, mais qui a énormément de contextes hors de l'expérience elle-même, qui sont super intéressantes au niveau des chercheurs qui étaient impliqués dans cette procédure-là, puis aussi de comment ces découvertes-là ont été acceptées par la communauté scientifique. Donc, ça permet aux étudiants, si l'intérêt est là, d'aller investiguer un peu plus ces concepts-là à ce niveau-là. Donc, ensuite, on a plus de questions intégrées directement que les étudiants avec des liens externes aussi s'ils veulent en savoir plus. Je vais sauter la diapositive. Une autre utilisation de H5P, par exemple, est une introduction au programme BLAST, dont j'ai parlé avec une thématique un peu années 80 réalisée grâce à Canva à ce niveau-ci. Donc, l'utilisation de H5P nous permet, entre autres, de mettre des onglets
Ici, c'est vraiment un outil de démonstration. Donc, c'est une vidéo que les étudiants peuvent aller revisiter lorsqu'ils sont en train de faire l'activité ou le devoir pour s'assurer qu'ils complètent bien les étapes de la bonne façon avec les bons paramètres à ce niveau-là. H5P nous permet aussi de mettre des liens directs vers les sites dont on discute lors de la démonstration et un peu comme on a fait pour la transformation bactérienne. Donc, encore une fois, des liens, ils peuvent aller télécharger ici les séquences de démonstration s'ils veulent réaliser le processus en même temps que la vidéo pour vérifier leurs compétences. Et on a aussi des questions interactives ajoutées pour s'assurer d'avoir bien compris les différentes explications au fur et à mesure. Troisième volet qu'on développe activement est l'utilisation de scénarios de branches. Scénario branché, j'avais un peu de difficulté à trouver une définition francophone pour le branched scenario à ce niveau-là. À la fois sur notre système d'apprentissage en ligne, on utilise eClass, qui est une version de Moodle à la UAV, et aussi à 5P. Donc, ça permet l'observation et de visualisation de résultats expérimentaux en incluant vraiment une composante de choix. Donc, ça implique beaucoup plus les étudiants dans le processus expérimental en leur donnant l'opportunité de prendre des décisions actives au niveau de l'expérience qui est réalisée et ainsi tester leur hypothèse. De ma connexion Internet, ça ne sera pas très long. OK, en fait. Donc ici, c'est un scénario branché qu'on utilisait dans notre laboratoire d'introduction où les étudiants devaient, je vais juste revenir quelques secondes, où les étudiants doivent déterminer laquelle des deux espèces d'algues, donc Mesothelium ou Tetraselmas, est une algue d'eau douce ou une algue d'eau salée. Donc, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire aussi activement au laboratoire en personne. Donc, ils vont tester l'effet de différentes concentrations de sel sur les deux espèces pour voir au niveau physiologique la réaction des deux algues et ainsi déterminer quelle algue vit dans quel habitat général. Donc, ils peuvent tout d'abord choisir leur espèce d'algue, analyser en premier, avoir une brève introduction de l'expérience ici, et on leur laisse ensuite choisir les 4 concentrations de NaCl à tester pour essayer de déterminer, de vérifier leur hypothèse expérimentale à ce niveau-là. Donc, une concentration moins élevée jusqu'à une concentration plus élevée. Donc, ils peuvent ensuite commencer par la concentration de leur choix. Et, on va juste sauter un petit peu. Ensuite, passer aux observations ici de les organismes. Donc, ici, c'est une photo qui a été prise par notre système de caméra où on peut voir un peu, ici, Mesothelium est une algue d'eau douce. Donc, on peut voir, c'est un peu difficile avec le contraste, mais il y a un décollement de la paroi de la membrane qui fait un peu un espace vide dans le bout des cellules, qui indique que l'eau a sorti de l'organisme, donc qui indique que ce n'est pas nécessairement son habitat de préférence à ce niveau-là. Donc, ensuite, suite aux observations de la taille de l'organisme, je vais baisser un petit peu, les étudiants pourraient ensuite choisir la prochaine concentration en NaCl à tester pour faire une comparaison et ensuite tenter de déduire l'habitat préférentiel de l'espèce. On a d'autres scénarios branchés qui sont un peu plus interactifs via l'utilisation de vidéos. Donc, ici, c'est des vidéos réalisées via Camtasia où ils devaient observer la motilité d'organismes unicellulaires. On a inclus des pauses, différentes définitions où les étudiants pouvaient faire leurs observations pour essayer de tester leur hypothèse sur le mode de motilité employé par les étudiants, les organismes, pardon. Je vais essayer de passer un peu à la dernière étape qui est la plus intéressante à mon avis. Donc, notre 4e volet au niveau des laboratoires à distance, c'était nos laboratoires à domicile qui a eu en fait 2 versions d'un même projet. Nos étudiants de biologie 108, qui est l'introduction à la biodiversité, avaient une version allégée de notre projet qui était vraiment dirigée où ils testaient des conditions spécifiques qui étaient indiquées dans le manuel de laboratoire, alors que nos étudiants de 2e année d'écologie avaient une version complète où ils devaient faire l'élaboration puis la réalisation d'un projet d'apprentissage par la recherche et où ils définissaient eux-mêmes leurs propres questions de recherche. Donc, essentiellement, notre objectif expérimental, on va focuser un peu plus sur l'expérience de nos 2e années en écologie, visait à investiguer
l'effet de différents facteurs abiotiques, donc qui poussent de façon très facile dans l'espace de quelques jours sur à peu près n'importe quel substrat d'adhésion. Donc, ils devaient développer leur propre question de recherche, expliquer la pertinence environnementale du choix de leur thématique de recherche, élaborer un plan expérimental qui allait être ensuite évalué, déterminer les groupes contrôle négatifs ou positifs, et ensuite procéder à l'analyse statistique, la réalisation d'une affiche scientifique et la participation à une foire de questions virtuelle. Donc, essentiellement, ce projet-là, qui s'étalait sur un semestre entier, allait vraiment au niveau de nos 4 compétences essentielles de ce laboratoire-là, donc le design expérimental, l'analyse statistique, la revue de littérature, pour expliquer un peu la pertinence de leur projet au niveau environnemental. Donc, au niveau de l'échéancier de ce projet-là, comme j'ai dit, le projet durait essentiellement pratiquement tout le semestre et a été réalisé à la fois lorsqu'on était à 100% en ligne, mais aussi en mode hybride où on alternait des séances à la maison et au laboratoire pour l'année 2021-2022. Donc, on faisait tout d'abord une introduction au projet très tôt au début du semestre pour permettre aux étudiants de réfléchir à un projet qui les intéresserait à compléter. Et lorsqu'on était à 100% en ligne, on faisait l'envoi du matériel par la poste normale pour que les étudiants puissent le recevoir à la maison. Les étudiants devaient ensuite soumettre une proposition de recherche détaillée qui énumérait, qui expliquait un peu la thématique de leur projet et les procédures qu'ils allaient employer. Et on faisait ensuite une rétroaction exhaustive de la proposition de recherche pour s'assurer que c'était faisable et sécuritaire à faire à la maison. On a dû mettre des petits freins à certains projets qui étaient intéressants, mais qui utilisaient des produits qu'on n'était pas très confortable de faire dans la cuisine familiale à ce niveau-là pour la complétion du laboratoire. Les étudiants devaient ensuite compléter une évaluation des risques en lien à leur expérience avant de pouvoir compléter l'expérience vers à peu près le début novembre à ce niveau-là. On procédait ensuite à l'analyse statistique des résultats et on terminait ensuite le semestre par une foire de recherche virtuelle qui impliquait la réalisation d'une affiche et une période de questions virtuelles et d'échanges avec leurs collègues sur un forum. Donc, l'évaluation des risques était obligatoire pour l'université. Donc, ils devaient faire la lecture d'un document officiel de l'université en lien aux risques et responsabilités des activités à la maison. Ils devaient aussi prendre connaissance des risques associés directement à l'expérience et devaient s'engager à respecter les consignes de sécurité des différents documents énoncés juste ici. Donc, c'était essentiellement un quiz sur Moodle où ils devaient cocher, avoir bien complété tous les items de la liste. Et la complétion de l'engagement à 100% déverrouillait le protocole expérimental du montage des chambres environnementales et permettait de débuter l'expérience. Donc, les chambres environnementales étaient des sacs de plastique pour vraiment conserver l'humidité où on mettait en croissance nos graines de micropuces de radis daikon sur des feuilles de papier essuie-tout. Pour la période de croissance réalisée de 7 jours, on avait une bonne croissance et germination avec un milieu très minimal à ce niveau-là. Et les étudiants pouvaient mettre leur traitement qui était parfois liquide, parfois solide, directement sur le substrat d'adhésion à ce niveau-là. Donc, à l'espace d'à peu près 7 jours, on avait une croissance d'à peu près une dizaine de centimètres au niveau de nos radis daikon et on pouvait ensuite procéder à la collecte des données qui allaient de la germination, la taille de la tige, la survie ou la létalité en fonction du projet des étudiants, mais aussi une analyse un peu qualitative. Donc, les étudiants tentaient d'analyser la coloration des pousses des feuilles ou le tonus des tiges à ce niveau-là. Ce qu'on a remarqué qui était vraiment intéressant était que l'activité à la maison a vraiment augmenté la diversité au niveau des thématiques de recherche des étudiants. Donc, ici, ce qui est encadré, c'est les 2 années où on a fait notre expérience à la maison avec la trousse de matériel qu'on envoyait aux étudiants. Donc, ici, on a un peu essayé de séparer les différentes thématiques de recherche en fonction des choix des étudiants. Donc ici, beaucoup d'utilisation de détergents, produits de nettoyage, disponibilité de l'eau, ça pouvait être le pH avec du jus de citron, du vinaigre, bicarbonate de soude,
température. Donc, on a la liste juste ici. Par rapport aux années où ce projet-là était fait au laboratoire dans un environnement assez contrôlé dans notre laboratoire d'écologie, où la diversité était vraiment minime comparativement à ce qui était complété à la maison. Donc, quand on s'est aperçu des résultats dans les dernières années, on s'est rendu compte que peut-être un contexte plus flexible à la maison et que était peut-être meilleur pour les étudiants et que pour ce cas-là, peut-être que le laboratoire était essentiellement un facteur limitant à la créativité des étudiants. Donc, au niveau des avantages à ce projet à domicile-là, comme j'ai dit, la diversité des projets était vraiment plus intéressante et la participation des étudiants était beaucoup plus active. Ils étaient responsables de leur propre projet et j'ai trouvé que l'engagement des étudiants à la complétion de cette expérience-là était vraiment plus importante. Il y avait beaucoup de nouvelles thématiques de recherche qui ont émergé, par exemple au niveau de la température, qui était plus difficile à faire au laboratoire. La cohérence de leurs questions de recherche était vraiment significativement meilleure que dans le contexte initial. L'expérience se complète aussi beaucoup plus rapidement au laboratoire. L'expérience de facteurs abiotiques est une expérience de 5 semaines. C'est très long, ça demande beaucoup d'énergie. À ce niveau-là, la partie vraiment expérimentale se fait en 7 jours et est donc beaucoup plus flexible au niveau de leur échéancier, tout en quand même en maintenant une puissance statistique significative au niveau des échantillons. Au niveau des désavantages, le coût du matériel, le coût de la livraison du matériel est définitivement quelque chose à considérer. C'est un coût qu'on doit inclure dans notre préparation. Au niveau des étudiants, il y a aussi une augmentation de la charge de travail. L'expérience analogue en présentiel était une expérience d'équipe de 3 à 4 étudiants. On a fait une modification au niveau du travail à remettre et à compléter pour un peu minimiser la charge de travail, mais comme ça devient une expérience individuelle à la maison, la charge de travail était tout de même un peu plus élevée. Pour répondre à la question dans le chat, cette expérience-là spécifiquement devenait une expérience individuelle à compléter à la maison. Donc, essentiellement, ça diminue un peu aussi la collaboration au niveau du travail d'équipe. Et comme on avait opté pour une foire virtuelle via un forum, ça diminuait aussi les opportunités de pratiquer les communications orales de nos étudiants. Donc maintenant, où on en est via l'enseignement de l'art numérique et qu'est-ce qu'on projette faire au cours des prochains semestres, des prochaines années. Honnêtement, on est encore en période d'apprentissage à ce niveau-là. Quand j'ai dit plus tôt dans la présentation que peu de personnes faisaient ça, les laboratoires en ligne au niveau du curriculum de sciences, il y a très peu de littérature à ce niveau-là. Ça commence à émerger en fonction de tout ce qu'on a pu apprendre au cours des différentes années, mais on apprend encore activement à ce niveau-là. Et nos prochaines étapes, essentiellement, nos projets, on veut créer des vidéos prélab qui présentent la séance hebdomadaire de la semaine en 180 secondes et moins, donc à l'aide des outils H5P pour mettre en lien les ressources complémentaires en fonction du besoin des étudiants. On veut aussi améliorer nos activités de reprise en utilisant les scénarios en branche puis les vidéos interactives pour augmenter la qualité de ce qui est fourni aux étudiants. Et on veut aussi énormément développer nos modules de biologie moléculaire et de microbiologie. Pour le moment, tout est vraiment la majorité des outils utilisés sont beaucoup en écologie et en biodiversité. Donc, les modules de ces disciplines-là sont un peu plus clairsemés à ce niveau-là. On considère activement le retour du projet d'apprentissage à domicile avec nos micro-pousses de radis daikon en fonction des résultats obtenus au cours des dernières années. Et on travaille présentement à élaborer un manuel de laboratoire en ligne via H5P pour, entre autres, minimiser notre empreinte biologique à ce niveau-là, donc transférer une grande partie de notre contenu qui est généralement imprimé sur un module en ligne pour nos étudiants. Donc, juste avant de terminer, puis peut-être de lancer la discussion, je voudrais juste remercier l'équipe des laboratoires de biologie pour qui la pandémie a été définitivement une période très stressante pour tout le monde, comme ça l'a été pour vous tous, j'imagine, ainsi que le service technologique du campus Saint-Jean. Les 2 associations mentionnées un peu dans les premières diapositives qui ont été des ressources
incroyable dans tout ce qu'on a dû naviguer au cours des dernières années et finalement le REFAD pour cette opportunité. Donc, si on a des questions ou on veut discuter, je suis ouverte. Merci beaucoup, Manon. Très intéressant. Tu as déjà répondu à une des questions dans le chat. Je vais inviter les gens, justement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à indiquer votre question dans le chat. Ou même si vous avez envie de partager des expériences que vous avez vécues de votre côté, ça peut être intéressant aussi. Donc, Monsieur Omer a une question. Alors, je vous laisse prendre la parole. OK. Bonjour, bonsoir à vous. M'entendez bien, j'espère? Oui, très Oui, bien, très bien. merci. OK, c'est un plaisir. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai eu à faire mes études au niveau de la technologie éducative à l'Université Laval. Et vraiment, quand j'ai vu la thématique sur les sciences et que c'était plus ou moins l'objet de mon sujet de maîtrise, je dis, bon, là, bon, il faut que je me débrouille pour venir assister. Et puis, bon, vraiment, merci et chapeau à l'équipe pour le travail qui a été accompli. En fait, bon, j'ai eu une expérience, moi, j'ai plus travaillé au niveau de la géologie. Et de façon générale, on pense que tout ce qui est science, travailler à distance, c'est carrément parfois dit impossible. Parce que la mentalité, bon, si c'est la littérature, peut-être les mathématiques, bon, à distance, lorsqu'on fait la conception, ça marche. Mais la biologie, la géologie, vraiment, il y a de l'abstraction là-dessus. Bon, je me suis lancé là-dedans. J'ai eu parfois des expériences heureuses, mais d'autres aussi vraiment malheureuses. Je vais commencer d'abord par celle qui est malheureuse, puisque nous sommes en partage d'expériences. Alors, je devais, par exemple, apprendre à mes étudiants comment distinguer les familles de roches. Bon, j'utilise comme LMS Moodle. Alors, pour faire intégrer l'interactivité, vraiment, c'était un peu compliqué. J'utilisais, je crois, un H5P qui m'a été montré par Xlearner. Je faisais le montage, mais lorsque j'essayais d'importer la capsule vidéo dans le LMS, mais ça devenait carrément une vidéo à regarder, à cliquer. Et là, vraiment, c'était un peu frustrant parce que là, j'ai bossé pour concevoir le tout et je ne veux pas que les apprenants lisent la vidéo simplement, mais qu'ils puissent agir. Donc là, j'ai eu une difficulté à pouvoir même récolter c'est-à-dire que les résultats au terme de l'expérience, si c'était bon ou pas, pour que je puisse les intégrer après pour utiliser les notes. Mais par contre, bon, l'expérience heureuse, c'est que quand, par exemple, j'ai décidé donc de faire du PowerPoint et donc traduire cela en termes de vidéo, et c'était simple que j'ai introduit dans les LMS. Là, bon, l'expérience, elle était très intéressante pour les étudiants. Bon, c'est vrai que la conséquence, je ne pouvais pas récupérer les notes, mais au moins, la vidéo n'avançait pas tant qu'il ne cliquait pas, puisque je faisais un lien entre les diapositives, de sorte à ce que la notion que je voudrais partager, c'est-à-dire bon, comment identifier une eau souterraine, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle n'est pas, avec des questions et des images, ça permettait, je vais dire en terminant l'expérience vidéo de l'enfant, de l'apprenant, de savoir que, ah bon, quand je clique ça, j'ai la bonne réponse, ça, je n'ai pas la bonne réponse. Donc, il sait au moins de quoi il est question. Donc, voilà un peu quelques expériences que vous partagez sur un peu comment est-ce qu'on essaie de collaborer, ou bien je vais travailler avec les apprenants à distance en utilisant une plateforme d'apprentissage à distance. Vraiment, merci pour le travail et puis bon, chapeau pour la suite. Merci pour votre expérience. Puis c'est un très bon point parce que des fois, le choix de la plateforme utilisée aussi a des avantages et des désavantages. Puis ce qu'on a aussi beaucoup remarqué dans les dernières années, c'est qu'on essayait de diversifier, de mon côté, essayait de diversifier un peu les approches. Puis parfois, lorsqu'on essaie d'intégrer une nouvelle approche un peu en gestion de crise, ce n'est pas toujours le meilleur temps pour faire ça non plus. La courbe d'apprentissage est parfois difficile. Et c'est définitivement quelque chose qu'on peut observer lorsque je vais revisiter les anciennes ressources que j'ai créées il y a 2-3 ans. Manon, on vous a perdu. On va vous retrouver certainement. On est capable d'essayer d'avoir une meilleure idée de ce qui est
positif et ce qui fonctionne au niveau des différentes expériences puis objectifs pédagogiques aussi, parce que ça va être variable en fonction des différentes expériences là, de laboratoire qu'on veut implémenter en ligne à ce niveau-là. Merci, Manon. On vous a perdu un petit peu, mais je pense qu'on a été quand même capable de suivre votre idée. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres partages qu'on aimerait faire avec le groupe? Moi, j'ai peut-être une question, Manon. Avec toutes, c'est très intéressant, les nouvelles approches pédagogiques que vous présentiez, tout ça, c'est un contenu très riche. Je suis curieuse de savoir, vous avez parlé du taux d'engagement, entre autres avec le laboratoire à domicile, que le taux d'engagement avait augmenté des étudiants. Au niveau du taux de succès, est-ce que vous avez comparé ou fait regarder si les étudiants avaient un meilleur taux de succès avec ces nouvelles approches pédagogiques que vous avez intégrées ou quels étaient le taux de succès ou de rétention des étudiants? J'ai pas encore fait beaucoup d'analyses à ce niveau-là, comme avec quantitativement, je pourrais dire. Au niveau d'expérience à domicile, honnêtement, j'ai trouvé que ça évaluait beaucoup mieux l'expérience elle-même de l'étudiant. Et ça, je pense aussi, ça passe parce qu'on est passé d'un travail qui était de collaboration en équipe à un travail individuel. Donc, ça nous aidait définitivement de voir comment l'étudiant travaille. C'est sûr qu'un travail d'équipe à ce niveau-là est définitivement important aussi à évaluer, mais dans un projet comme ça, où on doit vraiment évaluer différentes étapes d'une expérience au niveau de la conception, de la complétion, puis de l'analyse, ça nous donnait une meilleure vue d'ensemble aussi des capacités des étudiants à ce niveau-là, puis ça nous donnait aussi une meilleure aperçu des forces individuelles de l'étudiant. Lorsqu'ils sont en équipe, c'est difficile un peu de voir à quel niveau ces différentes attitudes-là sont au niveau individuel. Et là, ce qu'on a pu s'apercevoir, c'est qu'il y a définitivement des étudiants qui, au niveau de la conception, avaient des aptitudes vraiment plus élevées par rapport à la moyenne, alors que lorsqu'on arrivait à l'analyse statistique, là, ça cliquait un petit peu moins. Donc, ça nous permettait aussi de nous ajuster à ce niveau-là, de comment aider puis complémenter les stratégies d'apprentissage à ce niveau-là. Au niveau comme quantitatif des notes puis de la réussite, c'était relativement similaire. Je dirais au niveau comme moyenne, j'ai pas remarqué des différences significatives à ce niveau-là. Il faudrait peut-être se pencher un peu plus longuement sur les relevés de notes et ces choses-là, mais dans le gros portrait. Non, c'est ça, dans le grand portrait des choses, le taux de réussite était relativement similaire. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Dernier appel pour des questions, partage d'expérience. Également, je voudrais vous inviter à compléter. J'ai mis dans le chat un court sondage de satisfaction de la conférence d'aujourd'hui. Donc, votre opinion est très importante. On vous invite, si c'est possible, à prendre quelques minutes pour le compléter. Le lien est dans le chat. Donc, je vais juste laisser quelques minutes si jamais quelqu'un avait envie de partager. Moi, j'aurais une question, Caroline, si tu permets. La question que j'ai pour Manon est un peu reliée à la tienne de l'analyse de la réussite par rapport aux étudiants, mais est-ce que les étudiants, Manon, quelle est la perspective des étudiants? Qu'est-ce qu'ils ont dit de leur expérience avant et après COVID? C'est sûr que c'est un peu relié aux notes, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est nous les enseignants, on attend toujours nos évaluations pour voir ce que les étudiants disent de notre cours, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un petit mot là-dessus? C'est sûr qu'il y a différents volets. Je n'ai pas nécessairement des données sur toutes les différentes méthodes que j'ai employées. Par exemple, pour l'activité à domicile, ça a vraiment été super bien reçu. On a eu des bons commentaires. Avant COVID, cette activité-là était une activité assez colossale au laboratoire qui implémentait un gros travail d'équipe. C'est souvent là que ça accrochait. C'est des étudiants qui sont généralement en deuxième année. Puis je pense que parfois, il leur manque un petit peu d'aptitude de travail d'équipe et de gestion d'un projet collaboratif de cette taille-là. Donc, ça accrochait un petit peu. Donc, j'ai eu l'impression que quand ils prenaient le contrôle du projet au complet,
c'était un petit peu plus smooth au niveau de cette gestion-là. On a eu vraiment des bons commentaires. Quand on a lancé ce projet-là, ils étaient pratiquement en ligne tout le temps. Donc, eux, quand ils ont reçu ce matériel-là à la maison pour finalement faire quelque chose avec leurs mains, qui n'était pas juste regarder une vidéo en ligne, l'engagement a vraiment augmenté. Pour nos autres choses, on est capable de voir, par exemple, dans nos vidéos sur H5P, on est capable de faire un certain suivi de qui l'a complété. Puis, on a des taux de complétion de près de 100% dans ces cohortes-là. Donc, on sait qu'ils sont utilisés au niveau des statistiques à niveau-là. Je n'ai pas beaucoup de commentaires éventuellement dans les prochaines évaluations. Je pense qu'il faudrait qu'on rajoute certaines questions ciblées pour ça. Donc, qu'est-ce que ça leur a apporté, puis s'ils ont apprécié ou utilisé, mais au niveau comme juste du chiffre en tant que tel, je suis capable de le voir qu'ils les ont complétés, ils les ont utilisés, puis aussi ça se reflète dans les questions en lien au niveau de l'évaluation puis de devoirs qui sont associés à ces concepts-là. Donc, s'ils ont apprécié l'expérience pour comme les H5P puis tout ça, je ne peux pas vraiment me prononcer tant que ça, mais je sais qu'ils les ont utilisés parce qu'on voit les chiffres puis on voit qu'ils ont atteint les objectifs pédagogiques en lien à ces vidéos-là ensuite. Merci Manon. Merci beaucoup, Manon. Donc, je crois que ça complète le webinaire d'aujourd'hui. Il est déjà 1 heure. J'aimerais vous remercier à tout le monde de votre participation au webinaire d'aujourd'hui. J'aimerais également mentionner que ce webinaire va être déposé, a été enregistré, donc va être déposé le lien sur le site web du REFAD ainsi que la chaîne YouTube. Donc, s'il vous plaît, allez compléter le petit questionnaire encore une fois de satisfaction. Et merci encore une fois, sincèrement, Manon, pour votre partage d'expertise qui a été très, très enrichissante et intéressante aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci. Bonne journée tout le monde. Au revoir.